Bonjour, chers Camerounais. Alors, ce matin, vraiment sans façon, je voudrais exprimer une exclamation, c'est-à-dire je suis estomaqué par les sorties de ceux qui veulent recréer la science. Alors, je lis par exemple que une loi, même fût-elle électorale, peut carrément contrarier la Constitution sans que cela ne pose problème. Je lis que le terme représenter signifie avoir participé aux élections et avoir obtenu des élus. Même si on est dans le domaine politique, je pense que les mots en français ont un sens. J'apprends qu'on peut représenter quelqu'un avec qui on est en conflit. Mais c'est pas la sorcellerie, ça? Mais de quel côté se trouve l'imposture? À ce que je sache, juste apportez-moi la preuve contraire, je dis la hiérarchie des normes juridiques, qui est le socle, n'est-ce pas, de tout ordre juridique, reste un principe suffisamment fort, qui n'est jusqu'ici ébranlé nulle part. Le débat actuel peut-être peut se poser sur la place, n'est-ce pas, du droit communautaire par rapport à la Constitution, notamment dans le contexte européen. Mais pour ce qui est de notre pays, la loi demeure soumise à la Constitution à laquelle elle doit se conformer. Deuxièmement, représenter, que ce soit en français ou en droit, mais c'est siéger dans une instance pour défendre les intérêts de quelqu'un qui est absent. Et je dis qu'il s'agisse des cas de décès, des cas de minorité, ou bien dans le contexte de la vie courante, mais on ne peut représenter que pour rendre service. On ne peut pas représenter contre le gré du représenté. Alors d'où vient-il que l'on dise que l'honorable Nietzsche, jusqu'à aujourd'hui, continue à représenter le SDF avec lequel il est en conflit? Le SDF l'a chassé. Pouvez-vous donner mandat à votre adversaire d'aller vous représenter? Mais représenter quelqu'un, c'est siéger pour défendre ses intérêts. Mon Dieu! Mais où va l'université camerounaise? Et que ce soit des collègues respectables qui disent des conneries comme ça? Non, soyons sérieux. Je crois que le peuple nous voit et le peuple jugera. Bonne journée à nous. Camerounaise, comme pour dire qu'on est en déperdition. Maintenant, on va aller chercher quelqu'un pour lui répondre. Je vous laisse découvrir le personnage. Je vous en prie. Donc, c'est ça. En fait, bon, c'était une... Non, non, je constate, c'est pas ce que tout le monde constate. Donc, je ne veux pas savoir les raisons. Bon, je voudrais que je gagne en temps. Hein, toi, tu veux parler. Moi, ça, hein? Si tu veux pas, tu prends ma parole, tu parles. Je voudrais dire, mais je veux aussi, après avoir dit cela, qui sera respecté, je reviens peut-être en juillet, août. Je voulais dire quelque chose de fondamental. Monsieur Bonnet, oui. Philippe, vous nous manquez. Lorsque... Vous nous manquez. Je sais. Mais, lui, nous manquez quand même. Bon, je voudrais dire, parce que nous connaissons un peu, nous sommes dans une démarche spéciale. La question de l'université implique ses fonctionnalités, les enjeux de la société et l'ambition que portent les dirigeants. Donc on ne peut pas parler de la politisation, sans faire le procès de l'université. C'est imbriqué. Donc, je voulais d'abord faire cela. Parce que la question qu'on observe, c'est que, certes, on a dit que l'université devait être politisée, mais ce qu'on vit, c'est la politisation à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de péché ou de maux ou de maladies qui minent l'université et qui font soit prospérer la fausse politique, soit empêcher que la politique, la bonne, la vraie, où on forge les cerveaux, on dynamise la conscience, où on densifie l'intelligence des étudiants en œuvre. En ce sens, le grand danger de l'université actuellement, c'est ça, ce communautarisme. Le communautarisme existe. Vous savez, il y a des universités où on ne nomme que les originaires de cet endroit. Ça veut dire qu'on dépolitise l'université. Il y a des endroits où il a parlé de ces histoires de sodomie, ces histoires de sectarisme, de caporalisme, de satanisme. Tout cela participe de la politisation de l'université à l'envers. Avant de continuer, je voudrais dire quelque chose à M. Mbia.
Quand vous venez ici fanfaronner, dire aux gens, comme... Monsieur, laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Je n'étais pas interrompu. Je maintiens mon mot. Quand vous venez ici, tu m'empêches de parler. Mais je vais t'empêcher de parler pareillement. Parce que si vous avez la liberté de dire il faut le dire. Il va dire pourquoi il le dit. Il y a un peu de parole quand même. Nous avons un devoir pour ça, mais sans gars. Bon, parlez alors. Prenez votre parole et vous continuez. Qui vous donne le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent dire? C'est de dire comment de leur dire. Vous gardez la parole, Frédéric. Vous venez faire on doit parler comme ça. Mais qui vous donne le droit de parler comme ça? Docteur. On a les références, hein, ou même à l'international. Vous venez ici, vous venez jouer au Nous avons juste un... Et on ne doit pas s'offusquer parce que on nous dit que non, on doit parler, je ne parle pas, vous n'avez pas que le peuple. Non, je vous en prie, soyons gentils. Et lui, il a été gentil. De dire aux gens qu'il y a une façon de parler, avec des petits mots, des villageois. Vous croyez que vous avez imposé ça aux gens? Pour respecter les gens, monsieur. Quel est l'environnement là où on débat? Nous avons juste un devoir de respect de l'autre. De respect de l'autre et de bienséance. Vous savez, il y a des choses que vous faites parce que vous croyez que vous maîtrisez l'art de parler. Nous, on a enseigné ça. Ça se sent. Donc, vous tournez le langage là, vous tournez le langage, monsieur Zoro, donnez d'abord le montant qu'on a volé chez vous. Donnez le montant qu'on a volé chez vous. Vous enfermez l'enfant le puits. Qui vous dit même que vous avez le droit de garder autant d'argent chez vous? Vous venez faire la morale aux gens. Vous êtes professeur d'université, c'est vous qui trahissez. Vous devenez en quelque sorte une sorte de vampire pour le peuple. Moi, je doute même de votre profil. Bon, alors, je voudrais... Je doute de votre profil. Ça va vous gêner. Ça va vous gêner. Mais non, personne, c'est pas aujourd'hui qu'on connaît Frédéric. Non, je dis, je doute. Il a un parcours, il a une trajectoire connue. Je ne sais pas comment. Je vous demande juste d'être courtois. Votre stratégie là, c'est pour embrouiller mon discours. Je vais le tenir. Allez-y, docteur. Et si vous ne voulez pas me parler, quand vous n'allez pas la parler, je vais vous empêcher de parler. Je vous dis à l'endroit de M. Mbia et à l'endroit. Non, je ne parlerai plus. Moi, je ne parlerai plus. Même si je suis comme je suis, vous savez que vous avez obligation de m'écouter. Oui, obligation parce que je vous fais parler avec vous. Pas sûr. On y va, docteur. Bon, ils ont pris beaucoup de temps. Je ne sais pas comment vous faites vous pour mentir à haute voix. Et pour dire aux gens que nous devons faire ce que le président doit faire. Non, monsieur Mbia. On doit faire le contraire qu'il veut parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et parce qu'il a trahi et l'université et le peuple camerounais. Je m'explique. Lorsque un monsieur arrive au pouvoir, 82, bon, le président a lui dit quelques temps après d'aller le représenter pour, juste avant cela, le représenter pour le conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. Et c'est sa dernière fois qu'il a assisté à. Depuis 43 ans, il n'y a pas de conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. C'est un crime. Et on me dit ici, on doit faire ce que le président dit. De quoi? Vous voulez caporaliser les gens jusqu'à quel niveau? Et il y a une façon que vous devez parler. Lorsqu'il y a un manque devant vous, et on doit se taire, ou on doit rentrer dans la coquille. Je vous rappelle, M. Mbia, qu'il y a deux conditions pour être universitaire dans les mots. Être savant. Professeur Mbia. Monsieur Mbia, vous voulez dire que là-bas, je m'en fous de ça. Oui. Il y a une démarche. Que je doutais de votre profil d'université. Donc c'est parce qu'on vous appelle professeur que vous êtes autre chose. Mais ça vous enlève quoi? Vous ne pouvez pas copier les chez les autres. Ils ont besoin de dire docteur, professeur, tout ça là. Respectez votre âge aussi et votre grade. Lequel? Vous êtes professeur, j'imagine. Oui. Oui. Et on ne vous appeler professeur. On peut vous dire monsieur Zoro. Non, ne le discriez pas. Laissez-le aller. Non, vraiment, la petite, ça ne va pas fonctionner. Vous êtes ligué contre moi et vous allez avoir ce que vous devez avoir. Et je dis donc, l'universitaire, principe, c'est d'abord un savant, savoir savant. Mais aussi quelqu'un qui est engagé à créer des convictions. Parce que dès la base, l'université ne forme pas des bénis-oui. L'université forme des esprits dissidents. Pour faire de la recherche, il faut être dissident. Pour prendre un chemin de traverse, pour découvrir. Ce qui tue dans ce pays, c'est cela. Parce qu'il y a une sorte d'inversion où les gens les plus dociles sont propulsés. Parce que parfois, ce sont les gens les moins capés au niveau de la pensée critique. Et c'est le système qui a voulu cela comme tel.
Un pays. Einstein disait que inventer, c'est penser à côté. Oui, à côté. L'université est devenue le fardeau. Parce que le professeur Messanga devenu un fardeau pour ce pays, un fardeau pour la société, une malédiction pour cette nation. Parce que ce sont les dissidents promus. Parce que le professeur Messanga a dit. Non, mais laissez-le se sentir en parole, s'il vous plaît. L'université est devenue un anti-modèle. Voilà les anti-modèles de tout le monde. Des gens dont les seules références, c'est le titre, c'est le grade. Et c'est eux donc qui sont les vecteurs du désordre, des vecteurs de l'asservissement dans la société. La question fondamentale qu'on doit se poser, là maintenant, comment faire que l'université devienne le vecteur de notre accomplissement? Fondamentalement, comment les universités peuvent-ils travailler au progrès de notre pays et de l'humanité si l'université est ainsi détruite? Vous savez, voici un livre. Je remercie le docteur Moussi qui m'accompagne, Abel, qui m'a apporté un beau petit livre, Henri Michel, La barbarie. L'université actuelle est entre la barbarie et la destruction. Barbarie et destruction. Entre les deux binômes, barbarie et destruction. C'est ça. Parce que dans un monde qui a un tel taux de banditisme, même le banditisme intellectuel, parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas des intellectuels, ce n'est pas des universitaires normaux, c'est des bandits. Des bandits qui sont à la quête d'un trésor. C'est pourquoi il s'agit beaucoup. L'université doit poser cette question. Comment naître de nouveau pour s'émanciper du conflit infâme de la routine, de la sottise et de l'immobilisme? C'est la question fondamentale. Est-ce que l'université peut naître de nouveau? Oui. Il faut qu'il y ait une réforme de l'université. Si en l'État, on ce vieux machin-là, comme ça, où on a des enseignements du Moyen-Âge, sans effort, il y a eu des gens qui ont proposé, même le CINES a proposé des choses, mais tout ça est dans les coffres de la présidence. Parce que les gens ces gens-ci, dont les compétences sont hypothétiques certainement, je ne parle pas aux deux peut-être, mais qui sont au cœur du pouvoir, ils n'ont pas besoin des citoyens engagés. Ils ont besoin des dociles, des bénis oui-oui. Or, un pays où le griotisme, appuyant sur rue, est condamné. Un pays où l'aventurisme, que vous voyez là, prévaut, où des gens ne peuvent le miel du pouvoir. C'est un pays perdu. Un pays où les chercheurs ne peuvent pas avoir, attendez, un pays où les chercheurs comme eux ne peuvent pas accepter, souffrir avec le peuple. C'est départir de tous ces petits trucs, les petits carburants, tout ça. Qu'est-ce que ça peut devenir? C'est pourquoi il parle de politisation à l'envers. Mais est-ce qu'avoir des convictions favorables au régime, c'est de la plaventrise, c'est du cirage de pompe forcément? Non. On a connu des gens qui avaient de la retenue, de la distance. Ce que nous critiquons, c'est que les gens qui veulent embarquer tout le monde dans le griotisme, dans le larbinisme, ça pose un problème. Et c'est ça ce que j'appelle la politique à l'envers. La politique n'est pas ce qu'ils promeuvent là, ce verbiage-là. Non, l'autre a dit comme ça, l'autre a dit comme ça. L'universitaire n'est pas un réciteur. L'universitaire, c'est un penseur. Et malheureusement, là maintenant, l'université est en panne de pensée critique. Pourquoi? Parce que eux, qui sont supposés ouvrir le cerveau des enfants, les abrutissent. Comme il dit là, il y a une façon de parler, il y a une façon de se tenir. C'est pas ça l'université. L'université brise la barrière pour découvrir l'or qui se cache sous terre. Ça pose un problème. Quelle est la responsabilité des universitaires aujourd'hui dans ce monde? Ils ont une lourde responsabilité. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est permettre qu'il y ait une réforme de l'université, justement. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est permettre qu'il y ait une réelle autonomisation de l'université, parce qu'ils ne peuvent pas gérer les cas comme nous. Et nous sommes nombreux. Les gars qui ont l'esprit affûté, les gars qui ont de la créativité, ils doivent soit les soumettre par la secte, soit les soumettre par le mysticisme, soit les soumettre par la peur. Et notre devoir, chers collègues, c'est sortir de cela, naître de nouveau. Naître de nouveau parce que ce n'est pas seulement Biya qui va le faire. Parce que
Si ça ne dépendait même que ces gens-là, même Biya, là, il a dit, le biaïste, mon neveu Moussanga, parfois Biya est dépassé. Et je vous dis, par rapport à cela, que tous les maux de la société, ce n'est pas parce que Biya ne veut pas faire quelque chose. Parce qu'au cœur de la chose, il y a des individus qui ont beaucoup de pouvoir, qui empêchent la réalisation de ces choses-là. Qu'est-ce qui peut justifier qu'en 43 ans, tous les ministres successifs n'ont pas pu convaincre le président de la République que la question de la réforme de l'université, la question de la réforme de l'école est indispensable à l'émergence de ce pays. Ça pose problème parce que lorsque nous voyons des gens comme Jean-Paul Biya venir ici réciter les auteurs, or ce sont les décideurs du municipal, on comprend que même quand Biya dit « je lui écris », il répond que faites une enquête par rapport à ce cas, il s'assoit sur le dossier. Il s'assoit sur le dossier. Il s'assoit sur le dossier pourquoi? Parce que ils disent que si je rentre à l'université là-bas, je vais pervertir la jeunesse. C'est-à-dire quoi? Je vais ouvrir les yeux aux gens pour qu'ils voient leur petit... Vous n'êtes pas à l'université? Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. J'ai toujours reçu M. Nkeye. J'ai toujours reçu M. Nkeye. En 20 ans, j'ai toujours reçu M. Nkeye, qui est un frère et ami. Toujours reçu. Qu'est-ce qu'il vient de saluer? Ça veut dire que tu m'as reçu. Non, vous allez organiser les réformes de l'université quand donc, moi, rencontrer, c'est un problème. C'est un événement. Non, on a toujours changé sur notamment les questions liées à cette évolution de l'université. On n'a pas jamais ça. On a toujours M. Nkeye. On a parlé des choses des villageois. On n'a pas parlé des choses qui peuvent éduquer l'esprit. Non. Je ne sais pas comment un intellectuel, comment un université, comment un villageois qui va rencontrer l'autre, c'est tout. Bon, moi, vous ne voulez pas dire que je suis villageois. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Fondamentalement, le président de la République a la responsabilité d'écouter et de faire prévaloir les lois que lui-même a édictées. Comment récemment ils ont créé la nouvelle loi d'orientation, je ne sais pas quoi, jusqu'à présent on n'a pas signé le décret d'application. Vous voulez que ça fonctionne comment? Comment ce pays peut se développer lorsque l'instrument qu'on appelle le Conseil d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui agrège tous les projets qui devraient conduire avec tous les représentants de tous les ministères de la présidente, du premier ministère, tous les ministères régaliens, pour s'asseoir et créer des pistes, créer une vision de l'avenir, ça ne se tient pas pendant 43 ans. Ça pose un problème, monsieur. D'accord. Donc, nous ne sommes pas ici, vous avez parlé de l'arménisme, de l'arménisme et tout ça. Non, monsieur Nkeye. Ils ont dit que les gros mots, l'arménisme, tout ça. Moi, je suis pas un adepte des gros mots. Mais c'est les trucs élémentaires. Si vous croyez que c'est les gros mots, pour moi, c'est les bayabas. Non, mais dire à quelqu'un qu'il est larbin, ce n'est pas non plus un gros mot. Bon, et si c'est la vérité, il fait comment? Non, j'ai dit c'est pas non plus un gros mot. Si c'est la vérité, non, si c'est la vérité qu'il est larbin, je fais comment? Mais j'ai dit c'est pas un gros mot, c'est même pas un gros mot, c'est un qualificatif normal. Monsieur Boni, non, je donne d'abord la parole au professeur Messanga. Merci. Qui est calme quand vous parlez parfois, qui fait du style très calme. Nous allons vers la fin. Laissez-nous parler, parce qu'il y a des droits RDPC. Non, il ne peut pas avoir RDPC. Le professeur Messanga n'est pas... Non, je suis biaïste. Vous savez, le biaïsme, c'est un esprit mystique. Vous comprenez? Qui est au-dessus des petits coques que les gens mènent lorsqu'ils abordent la casquette. Mais regardez comment le RDPC c'est. Professeur Messanga, alors je souhaite vraiment nous allions sur 2 minutes chacun. Très bien. S'il vous plaît, sur 2 minutes chacun. Est-ce que vous pensez que l'université, dans le sens du dévoiement du rôle de la politique dans l'université, doit être ou peut être dépolitisée au Cameroun, tel que ça se passe, puisqu'on a l'impression que la politique dans l'université devient forcément, finalement, un travers qui fait dysfonctionner l'université. Non, je voudrais emprunter